Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue. C'est le premier webinaire organisé par la SFCE, une initiative qui est venue de plusieurs idées. Ça s'est construit avec l'idée de suppléer les brèves de comités qui sont pas forcément accessibles à tout le monde puisqu'il faut être à la SFCE le jour du moment des brèves et qu'on ne peut pas proposer à tous les comités de faire des brèves à chaque fois et que ça permet de communiquer, que les comités puissent communiquer aux centres alliés, amis de toute notre société sur des actualités importantes ou des points cruciaux dans la pathologie. Euh, En pratique, c'est quelque chose d'assez informel qu'on fait avec une présentation de type des choses que vous connaissez déjà. C'est une présentation qui dure 30 à 40 minutes, peut-être 40 minutes pour la présentation qui nous concerne aujourd'hui. On va avoir des webinaires tous les 2 mois dans un premier temps, puis on adaptera en fonction des demandes. À chaque fois, ce sera un comité différent. Donc le premier comité est le comité hépatoblastome qui s'est porté volontaire. Je pense que le prochain comité, ça sera le comité, enfin je sais que le prochain comité sera le comité tumeur cérébrale. Un point important, ces webinaires ont pour objectif d'être compréhensibles par des médecins et des médecins spécialistes de l'oncologie, donc des oncologues pédiatres. C'est vraiment quelque chose d'orienté vers nous, en fait, entre nous. Ceci étant dit, ils seront disponibles sur YouTube, sur le site de la SFCE et accessibles au grand public, même si l'objectif, c'est de parler aux professionnels de la cancérologie de l'enfant. Voilà, donc aujourd'hui, on a l'équipe du comité de hépatoblastome et c'est Sophie Tac qui va faire la présentation au nom du comité. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On se fera un plaisir d'y répondre à la fin pour essayer de ne pas interrompre le flot des informations. Donc, Sophie, on te laisse prendre la parole. Eh ben, merci à la SFCE de me donner l'opportunité de parler au nom du comité hépatoblastome. Merci à Sophie Branchereau et à Isabelle Hertz qui sont avec moi là aujourd'hui pour me soutenir dans ce premier effort, cette première expérience. Et merci à tous de vous être connectés, c'est courageux pour cette première expérience aussi. Alors, le but, c'est de parler du prétexte et de ne pas se polariser que sur le prétexte, mais d'aller jusqu'au traitement de l'hépatoblastome. Donc les objectifs du webinaire, c'est faire un rappel sur le prétexte et la classification de l'hépatoblastome. C'est faire un point sur les écueils possibles de la classification prétexte actuelle et c'est faire un résumé des recommandations de traitement en première ligne. On ne parlera pas des rechutes d'hépatoblastomes. Alors vous connaissez bien sûr tous l'hépatobblastome, donc je vais en dire que quelques mots d'introduction. Donc c'est la tumeur hépatique maligne la plus fréquente chez l'enfant. Elle atteint surtout les enfants de moins de 3 ans et il y a une prédominance de sexe masculin. Ça représente 1 à 2 des tumeurs malignes, donc c'est pas beaucoup. Mais c'est une tumeur intéressante aussi à étudier en plus de nos petits patients à soigner. Ça peut apparaître de façon isolée ou dans le cas de syndrome de prédisposition. Il y a tout un tas de syndromes de prédisposition, donc je ne vais pas vous les détailler, mais ça peut être par exemple les syndromes de Wittmann-Beckwith, les trisomies 13 ou les trisomies 18. Celui sur lequel je voudrais que vous vous attachiez, en fait, c'est la mutation APC, qui représente 20 à peu près, enfin entre 10 et 20 des cas d'hépatoblastome, et c'est important de les dépister pour ensuite les suivre à plus long terme avec d'autres risques de cancer, comme vous le savez tous. Alors le diagnostic, il est finalement assez facile à évoquer, puisqu'on découvre selon certains, enfin des douleurs abdominales ou une augmentation du volume abdominal, une tumeur du foie avec des alpha-fétoprotéines élevées. Rien qu'une tumeur du foie avec des alpha-fétoprotéines élevées doit nous faire évoquer le diagnostic d'hépatoblastome. L'imagerie, elle permet de confirmer la localisation, de renseigner sur l'opérabilité, d'identifier des localisations secondaires et d'évaluer les risques de la biopsie. On va en reparler après. Simplement, entre guillemets, 20 sont des formes métastatiques, mais c'est quand même ceux-là qui évidemment guérissent le moins bien et donc sont à prendre en charge de façon spécifique.
L'imagerie, on va commencer en général par une échographie, puis un scanner thoraco-abdominal. Autant que faire se peut, l'IRM, abdominale est importante aussi, pas toujours facile à réaliser chez les jeunes enfants, mais elles permettent de dépister des nodules qui ne sont pas toujours visibles au niveau du scanner ou parfois même à l'écho. Alors, l'histologie ou les marqueurs tissulaires permettent, ou l'étude des marqueurs tissulaires permettent de confirmer le diagnostic et de dégager des critères histopronostiques. S Simplement, l'histologie n'est pas toujours obligatoire, hein. S'il y a un risque de rupture à la biopsie, on peut se passer, de l'histologie. Donc c'est à discuter, dès la découverte de l'hépatoblastome. On recommande quand même, de la faire, hein, le but, c'est quand même d'avoir une histologie en foie, pathologique, mais aussi en foie sain. Il y a plusieurs voies de signalisation qui ont été décrites, qui vont sans doute nous permettre, de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques et de mieux aussi, classifier les hépatoblastomes. La voie la plus connue, c'est la voie Wnt bêta-caténine. Le traitement, c'est de la chimiothérapie et de la chirurgie qui peut aller jusqu'à la transplantation hépatique si besoin. Le pronostic, il y a une survie globale qui est plutôt très bonne, hein, par rapport à d'autres tumeurs qu'on connaît, puisqu'elle est aux alentours de 80 à 3 ans. Elle est bien sûr plus élevée dans les formes de risque standard que dans les formes de haut risque, et les formes de haut risque sont définies par la présence de métastases, l'atteinte diffuse au niveau du foie, un taux d'alpha-fétoprotéine anormalement normal, donc inférieur à 100, et une rupture tumorale ou un envahissement, vasculaire. Alors, je voudrais quand même rendre hommage, au docteur, Quinault, qui était chirurgien anatomiste parisien et qui a décrit, les segments de Quinault, que je n'arrivais pas à retenir jusqu'à ce qu'il y ait un radiologue, japonais, le docteur Miyazaki, qui a montré, que ça correspondait aux arrondissements parisiens, hein. Donc, j'espère que, comme moi, vous allez vous souvenir des segments en vous remémorant, les arrondissements parisiens. Donc ça va de 1 à 8. Alors, pour parler du prétexte, bah, qu'est-ce que le prétexte? Le prétexte, ça a plutôt été, inventé par les chirurgiens, enfin décrit par les chirurgiens. Donc en fait, c'est le reflet de l'extension de la tumeur qui permet de la classer et d'avoir une vision de l'opérabilité. Cette classification, elle repose sur le nombre de secteurs atteints, hein. Je vous montrerai une autre diapo après un petit peu plus claire, mais repose sur le nombre de secteurs atteints. Donc il y a 4 secteurs qui regroupent chacun 2 segments. Le secteur latéral gauche, heu, si j'ai ma flèche, voilà, le secteur, médian gauche, le secteur antérieur droit et le secteur postérieur droit. Donc on les voit un peu mieux là sur cette diapositive avec, 4, segments et 8, enfin 4 secteurs pardon et 8 segments. Alors, je qu'est-ce que le prétexte? Le prétexte, c'est un système qui individualise 4 groupes, donc qui sont déterminés de 1 à 4, et nous avons la chance en France d'avoir, 2 reines du prétexte. C'est Danielle Pariante qui est maintenant partie à la retraite, mais qui a relu pendant de très nombreuses années, heu, toutes nos radiologies, ou en fait toutes celles qu'on lui envoyait. Et puis, le flambeau a été repris de façon brillante par le professeur Stéphanie Franchi-Abella, hein, qui travaille toujours aussi à Bicêtre et qui relie, au niveau national et international, hein, comme le faisait, Danielle, puisque Danielle le faisait aussi au niveau international. Donc elle est dans le groupe de relecture international, donc elle connaît très bien. Alors ce prétexte, il est déterminé en fonction du nombre de sections hépatiques saines et pas atteintes, de l'atteinte vasculaire, de l'atteinte extrahépatique, et décrit aussi d'autres facteurs qu'on appelle annotation factors. Le V, donc c'est VPERF historiquement. Le V, c'est pour une extension à la veine cave et ou aux veines sus-hépatiques. Le P, c'est l'extension au système porte. Le E, c'est extension extrahépatique qui doit être en continuité avec la tumeur hépatique. Le C, c'est l'atteinte du lobe codé.
et le F, c'est pour multifocal. Depuis 2017, hop, depuis 2017, on a d'autres, facteurs que VPERF. On a R pour rupture. Donc attention, la rupture après la biopsie ou l'épanchement, sous-capsulaire sans hémopéritoine ne sont pas à considérer comme un signe de rupture. Hein, ça c'est parfois un peu difficile au départ, mais c'est aussi pour ça, si on a un épanchement sous-capsulaire, qui est important, au moment de faire la biopsie, ça vaut le coup, des fois de demander, l'aide d'une relecture pour savoir si, on va bien faire la biopsie ou pas. On sait qu'une rupture va entacher enfin peut entacher le pronostic. M, c'est pour métastase. Là aussi en 2017, ça a été revu et une métastase, est considérée, enfin un nodule est considéré comme pathologique s'il est non calcifié et de 5 millimètres, ou s'il y a au moins 2 nodules de 3 millimètres, ou un nodule, quelle que soit sa taille, s'il est histologiquement prouvé. Le N va pas être stratifiant, mais c'est important de savoir quand même s'il y a des adénopathies, ou pas, et donc on considère que l'adénopathie, dont le plus petit axe est supérieur à 10 millimètres, arrondi avec une perte d'huile graisseux est, pathologique. L'analyse de l'imagerie, elle est complexe. Alors pourquoi elle est complexe? Parce que ce sont souvent des tumeurs, très volumineuses avec un bouleversement des structures, et une relecture systématique donc par un référent est fortement recommandée par le comité pour confirmer cette classification prétexte. On est toujours plus fort à deux ou en groupe. Alors le prétexte, le prétexte 1, donc finalement le plus simple, c'est 3 segments adjacents qui sont libres. Le prétexte 2, c'est 2 segments adjacents qui sont libres. Vous avez tous les cas de figure là. Le prétexte 3, c'est il n'y a pas de secteur adjacent sans tumeur. Et le prétexte 4, c'est il y a de la tumeur partout, soit en monobloc, soit de façon multifocale. Je vais laisser la parole à Sophie. Alors, mais sur mon écran, c'est un peu dommage parce que ça ne sort pas comme ma diapo. Elle sort en 2 fois, Sophie. Est-ce que tu veux en dire un mot? Ouais, c'est bon. Pas grave, avance les clics Ouais, peut-être. voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est pour illustrer, le fait qu'une tumeur enfin, on peut avoir une très volumineuse tumeur prétexte 1 qui peut parfois donner l'impression qu'il y a un envahissement, global, et qu'il faut être vigilant à la lecture, point par point avec le référentiel sur les différents vaisseaux qui ont été décrits, et que là, cette tumeur, donc en haut, c'est la tumeur au diagnostic. On a l'impression qu'elle est énorme, mais en fait, c'est vraiment un prétexte 1 puisque tout se situe à gauche de la branche portale, à gauche de la veine sushépatique gauche, et avec finalement une tumeur qui aujourd'hui pourrait rentrer dans les critères d'opérabilité d'emblée. Alors, il y a quand même des contraintes et il faudrait réfléchir avec le radiologue parce que sur une coupe, on ne peut pas voir, mais par exemple, le contact avec la branche portale gauche peut faire une discussion sur l'opérabilité d'emblée. Ce qu'on peut voir néanmoins, c'est qu'avec l'attitude historique si cet enfant, finalement, on discute et on dit il n'est pas opérable d'emblée à cause de son contact avec la branche portale gauche, eh bien, il va recevoir la chimiothérapie. Là, typiquement, c'est un enfant qui avait reçu les 4 cures classiques de cisplatine préopératoire. Et vous voyez la réponse. Alors, la chirurgie, en termes de résection de secteur enlevé, sera finalement la même, mais on voit d'emblée que la difficulté chirurgicale va être très différente du fait du volume. Donc, c'est toute l'importance de la relecture radiologique et du dialogue avec les cliniciens et du respect de contraintes chirurgicales qui ont été définies, qu'on ne va pas définir ici, qu'on ne va pas détailler ici, mais qui peuvent, sur un prétexte 1, on va discuter l'opérabilité d'emblée, mais il y a des critères qui peuvent y faire renoncer. Merci Sophie, hein, parce que forcément, elle est beaucoup plus compétente que moi sur le sujet. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs prétextes? Puisqu'on est toujours dans le prétexte. En 2005, finalement, c'était assez simple et on définissait l'atteinte veineuse ou portale par, un enchâssement complet du vaisseau par la tumeur ou un thrombus intravasculaire. En
En 2017, ça a changé puisqu'on considère qu'il peut y avoir un envahissement, de la veine, si, ça l'envahit sur, plus de 50 du périmètre ou sur, 180°. Donc pour les envahissements, des veines hépatiques, on considère en 2017 qu'il suffit qu'il y ait un thrombus tumoral dans une, des veines, hépatiques pour qu'on soit V+, alors qu'en 2005, il fallait, qu'il y ait les 3 veines d'envahies et sur, l'ensemble de leur, périmètre. Alors que là, il suffit que ce soit envahi sur, 180°. Pour la veine porte, ce sera pareil, hein, mais donc là, si on revoit, donc toujours pour, les veines hépatiques, donc il suffit qu'il y ait un thrombus dans une des veines pour considérer qu'on est V+, alors qu'en 2005, il fallait les 3 veines, sushépatiques ou une atteinte de la veine cave et il n'y avait pas cette règle des, 50 il fallait que ce soit, complètement envahi. Donc la veine porte, c'est pareil, il suffit qu'il y ait, 2, enfin allez, en 2005 pardon, il fallait qu'il y ait, de un thrombus dans les 2 veines portes pour que ce soit pathologique, alors que maintenant un thrombus dans une veine porte, suffit et pareil, il y a cette règle des 180° ou des 50 au niveau du périmètre de la veine porte. Donc là aussi, on voit la différence. J'ai quelque chose qui me gêne sur mon écran que je vais enlever. Donc en 2005, on considérait qu'on était P positif si on avait un envahissement au niveau du tronc porte ou de sa bifurcation ou des 2 veines portes, alors que, maintenant, il suffit qu'il y ait un envahissement du pourtour, des 2 veines portes droite et gauche sur 180° pour considérer que c'est envahi ou il suffit qu'il y ait un thrombus, tumoral porte pour considérer que c'est envahi. Pourquoi c'est important? Je vais hop. Pourquoi c'est important ce distinguo? Et ça s'est fait finalement, sans l'assentiment, du groupe français puisque Daniel Pariante avait fait, un article à l'époque avec Stéphanie Franchi-Abella, Sophie Branchereau. Pourquoi c'est important? Bah, parce que, dans le protocole FIT, le dernier protocole, en cours, on pouvait supposer qu'on allait avoir plus de patients avec des atteintes, veineuses, des atteintes, portales et des atteintes métastatiques. Alors les atteintes métastatiques, ça paraissait logique puisque de toute façon on avait, défini de façon différente les métastases, mais pour, les veines et le système porte, ça nous posait problème. Pourquoi ça nous pose problème? C'est que dans le dernier protocole, donc non seulement il y a le prétexte, mais il y a la classification chic et la classification, chic, zut, OK, pardon. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette classification chic? C'est une classification internationale qui, en plus de l'extension de la tumeur, donc en plus du prétexte, prend en compte, l'âge et l'alpha-fétoprotéine. Cette classification chic, elle a été faite par un groupe d'experts, mais je ne sais pas, les Français n'avaient pas reçu l'invitation, en 2013, qui a étudié 1600 cas d'hépatoblastomes, donc c'est une grosse étude, des cas d'hépatoblastomes, qui avaient été décrits entre 1988 et 2008, de 8 essais, internationaux différents et ils ont permis d'identifier, des nouveaux facteurs, comme l'âge et l'alpha-fétoprotéine. Donc pour les prétextes 1 à 3, on a défini que l'âge inférieur ou supérieur à 8 ans était pronostic, hein, donc plus on était jeune, plus on a des chances de guérir, plus on est âgé, plus c'est des formes compliquées et pour le prétexte 4, le cutoff, il était au niveau de 3 ans.
L'alpha-fétoprotéine, ça, on le subodorait depuis longtemps, mais donc il a été déterminé comme facteur pronostic. Donc, des alpha-fétoprotéines inférieures à 100 étaient de plus mauvais pronostic. Et puis le prétexte de 1 à 4 avec l'atteinte VPERF et la présence de métastases. Donc ça permet de déterminer en fait le niveau de traitement dans le protocole FIT. Donc la classification chic, pour ceux qui ont eu des hépatomes à traiter, vous avez vu qu'il y avait plusieurs tableaux, donc de prétexte 1 à 4, et en fonction de l'âge, de l'atteinte VPERF, du taux d'alpha-fétoprotéine ou des métastases, on déterminait un groupe de traitement. Donc vous pouvez très bien être prétexte 1, finalement une chirurgie qui semble entre guillemets «simple», mais être dans un groupe de traitement de haut risque si vous êtes, métastatique. Donc vous pouvez aussi être un prétexte 4, donc plus difficile à prendre en charge chirurgicalement, mais avec, l'absence de métastases, un âge inférieur à 3 ans, et puis des alpha-fétoprotéines là, dans ce cas-là, supérieures à 1000, et vous êtes dans un groupe intermédiaire, donc finalement pas le groupe de plus haut risque. Alors, est-ce que le prétexte et chic sont fiables? C'est pas forcément le terme juste, fiable, mais cette classification, en fait, elle fait que la présence d'un seul, enfin, d'un thrombus dans une seule veine hépatique ou porte classe la tumeur comme de plus haut risque. Ce qui n'est pas encore démontré, et c'est toujours pas démontré, en fait, dans le protocole FIT, et je suis désolée parce que on n'a toujours pas de résultats suffisamment avancés à vous présenter aujourd'hui. Mais ça, on savait, nous, d'emblée, que ça risquait de majorer le traitement, et c'est ce qui semble avoir été le cas puisqu'on a plus de cas de patients dans le protocole FIT, dans le groupe intermédiaire, alors qu'on s'attendait à en avoir plus dans le groupe de bas risque, ce qui était anciennement le groupe standard. Donc le prétexte, lui, n'est pas remis en question, mais il nécessite quand même un radiologue entraîné et de pas mettre des patients qui auraient une atteinte, veineuse, finalement, «relativement simple» entre guillemets, dans un groupe de haut risque. Juste un petit aparté, c'est penser aussi à déterminer le prétexte dans les hépatocarcinomes, parce que vraiment le prétexte, c'est tout le monde connaît ça dans les hépatoblastomes, mais quand il y a un hépatocarcinome, les gens oublient régulièrement, pas tout le monde, mais oublient régulièrement de déterminer le prétexte. Alors maintenant que l'on a classé la tumeur, comment, la traite-t-on? Et ben, on s'est réunis pour faire des recommandations internationales, hein. Je vous rappelle que FIT, c'était un protocole international qui regroupait vraiment tout le monde. Mais là, on a fait aussi des recommandations internationales avec les Japonais, les Américains et les Européens. Et donc, on a gardé, le groupe, de bas risque qui existait, dans FIT, hein, donc c'est un nouveau groupe en fait, mais qui répond à des critères, très stricts, hein, comme a commencé à le dire Sophie Branchereau. Et donc, dans ce groupe, il y a 2 sous-groupes. Il y a le groupe A1 si c'est une forme fétale pure. Donc dans ce groupe A, de prétexte, 1 notamment, on peut faire une chirurgie seule, mais l'histologie va nous permettre de déterminer si c'est une forme fétale pure. On ne peut déterminer la forme fétale pure que sur une pièce opératoire et pas sur une biopsie, hein. Donc si on fait une biopsie, on voit forme fétale pure, ça ne suffit pas, il faut que ce soit sur la pièce opératoire puisque la tumeur peut être hétérogène. Donc on opère, ces formes-là, qui ont été déterminées dans le groupe chic, et donc enfin dans la classification chic, et si c'est pas une forme fétale pure, donc une forme fétale non pure, là on va faire 4 cycles de cisplatine. Ou donc ce qui peut se discuter, comme le disait Sophie, une forme très volumineuse, on ne se sent pas entre guillemets d'aller opérer, tous les critères semblent pas si clairs que ça, on va faire aussi, enfin on va changer notre stratégie thérapeutique. Quand on est dans le groupe A2, donc avec 4 cycles de cisplatine, on peut rajouter le STS, et ça devient donc, le bras, standard. Le groupe, B, donc, de bas risque, historiquement, c'est le traitement de référence, c'était le Siopel 6, donc pour l'instant, on garde le
Siopel 6 en traitement de référence en attendant d'avoir les résultats du FIT. Et donc là, c'est 6 cures de cisplatine, donc une évaluation toutes les 2 cures et de la chirurgie après 4 cures. Ce qui est important de savoir, c'est que autant dans le bras précédent, le bras A, c'était une cure tous les 21 jours, ça arrive vite, mais là, c'est une cure tous les 15 jours, donc ça arrive aussi très vite et le moment de la chirurgie arrive très vite. Donc dès le début du diagnostic, il faut penser à anticiper la chirurgie, et surtout, pour essayer de ne pas la retarder puisqu'on a un certain nombre de patients qui, si on retarde la chirurgie, vont devenir résistants au cisplatin, hein. Donc vraiment, on conseille de bien faire la chirurgie après 4 cycles. Ensuite, donc il y a le groupe intermédiaire, pareil qu'on aura déterminé dans CHIC, et ça, le bras de référence, c'est le bras de référence, Siopel 3 haut risque. Ce Siopel 3 haut risque, il avait permis, de faire avancer, les chances de survie. Il reste quand même avec une dose intensité, importante, hein, à base de cisplate et de carbodoxo, avec une évaluation toutes les 2 cures, 4 cycles et la chirurgie est pareil, on recommande de ne pas, décaler la chirurgie et on poursuit avec, 2 cures de carbodox et 1 cure de cisplate. Sur les 2 protocoles précédents, on peut faire du STS, pour prévenir l'autotoxicité. Dans le groupe C, ça n'a pas été, prouvé, qu'il n'y avait pas de risque à utiliser le STS. Simplement, si on a une toxicité importante et une bonne réponse, on peut aussi, discuter de l'utiliser. Dans le groupe de haut risque, le groupe D, donc historiquement, c'est le groupe Siopel 4 pour, la France et pour l'Europe et donc les Américains faisaient un peu différemment, mais on reste très attaché à notre Siopel 4 parce qu'il a permis, là aussi de bien faire avancer, les chances de survie et donc là, c'est 3 cycles, de cisplate, avec des anthracyclines, une chirurgie donc au bout après ces 3 cycles et puis, le cycle C, à partir de carbodoxo. Ce qui est important de comprendre, dans ce groupe, c'est qu'on peut être en rémission après 3 cycles, y compris des métastases avec la chirurgie, hein. Donc s'il reste des métastases, c'est important, si elles sont chirurgicales, d'aller les opérer et on continue ensuite par la chimiothérapie. C'est pas toujours judicieux de continuer, la chimiothérapie, pour faire diminuer des métastases, si elles sont accessibles à la chirurgie et il faut en discuter à ce moment-là. Si les patients, ils ne sont pas en rémission, donc après, ce cycle à 3, avec la chimiothérapie, nous, du coup, on recommande de les présenter en RCP national pour adapter le traitement et dire: «Bah, là, vaut mieux plutôt opérer, des métastases plutôt que de continuer la chimio» ou alors, bah, au contraire, non, on ne peut pas opérer, heu, on continue de la chimio. Donc on recommande fortement de présenter ces dossiers-là. Alors pour guérir d'un hépatoblastome, eh ben, le traitement chirurgical, je suis désolée de le dire, mais c'est vital. On ne peut pas se passer des chirurgiens et on en a des très bons en France, donc on a de la chance. Hem, cette chirurgie, vous l'avez compris, elle arrive 2 à 3 mois après le début de la chimiothérapie. Elle est le plus souvent conservatrice, heureusement, et le but de la chirurgie, c'est une exérèse de la totalité du tissu tumoral, mais bien sûr en conservant les pédicules d'irrigation du territoire restant pour pas que le reste du foie nécrose. Ça doit être une hépatectomie droite ou gauche en suivant la scissure médiane ou le sillon ombilical et pas une segmentectomie. En voulant faire bien et petit, on risque de faire mal et d'avoir une, rechute sur la tranche de section. Ou ça peut être une résection extrême sur mesure avec une étude volumétrique, sur une forme étendue pour voir si on peut aller sur cette, résection extrême ou une transplantation hépatique, si c'est un prétexte 4, ou une forme centrale.
La radiofréquence en complément sur le foie ou les poumons peut être utilisée si besoin, avec succès et c'est vrai que ces dernières années, on le propose de plus en plus souvent. Les transplantations ou les prises en charge spécifiques et notamment les extrêmes résections, on conseille de les présenter, en RCP. Alors, un petit mot de bibliographie quand même sur ce traitement chirurgical. Heu on recommande quand même là de faire l'exérèse des métastases pulmonaires avant l'hépatectomie ou en même temps par voie diaphragmatique, ou d'utiliser la radiofréquence en complément comme je l'ai dit sur la diapositive suivante. Alors les transplantations, hépatiques, les Américains en ont fait beaucoup, d'abord parce qu'ils ont un gros volume de patients. Et puis, les discussions ne sont pas forcément, centralisées, hein, aux États-Unis. Donc, s'il y avait des chirurgiens qui étaient accros aux transplantations, ils y allaient, visiblement assez, facilement. Et donc ça permet d'avoir, des grosses cohortes de transplantation dans les hépatoblastomes. Elles doivent se faire quand même, enfin, on doit y avoir recours quand c'est des patients qui n'ont pas de tumeur extra-hépatique résiduelle, après la chimiothérapie d'induction, et donc qui ont eu éventuellement des métastasectomies pulmonaires. Il y a, l'étude où il y a le plus de transplantations, c'est l'étude de Cruz qui a étudié 332 transplantations aux USA, hein. D'ailleurs, les courbes qu'on a vues là, que j'ai mises là, elles sont exponentielles, sur les transplantations aux États-Unis et donc entre 88 et 2010, donc en 88, c'est sûr que les techniques chirurgicales n'étaient pas les mêmes et déjà sur cette grosse cohorte de patients, le taux de survie à 5 ans, il était important à 73 avec un taux de survie du greffon qui était déjà assez exceptionnel à 68. En revanche, il y a plus de thrombose de l'artère, hépatique que dans d'autres pathologies. Le taux de rechute à 5 ans, eh ben, il n'était pas si important que ça, hein, il était plutôt raisonnable à 16 même si on souhaiterait qu'il soit moindre. Donc plutôt des résultats, encourageants. L'étude de Kachara, en 2005, hein, donc qui est ancienne aussi, avait montré lui déjà qu'il y avait un risque de rechute après transplantation par donneur vivant plus important si, on avait des alpha-fétoprotéines supérieures à 500 000 au diagnostic, donc ça c'est quand même assez fréquent, qu'il y avait des lésions extra-hépatiques et que les alpha-fétoprotéines étaient supérieures à 4 000 au moment de la transplantation, donc finalement une tumeur encore assez vivace. Et puis, Rebecca Meyers a montré aussi, que le taux de survie sur une étude, plus récente, hein, en 2012, a montré que le taux de survie à 6 ans était, important à 82 mais qui tombait à 30 si la transplantation était faite en situation de rechute. Donc en aucun cas la transplantation est une situation de sauvetage sur, un patient, évolutif. Les études de Siopel, donc avant FIT, puisqu'on n'a pas les résultats encore de FIT. Les études Siopel, bah, c'était 541 patients qui ont été inclus et qui avaient permis en analyse multivariée de prendre en compte, plein de facteurs et d'identifier 3 groupes de patients. Donc le groupe de bas risque qui concernait, les patients prétexte 1 à 3 sans autres facteurs de risque et pour lequel le FS était excellent à 3 ans à 90. Un groupe de haut risque avec au moins un des facteurs suivants, présence de métastases, histologie de type hépatoblastome à petites cellules, alpha-fétoprotéine inférieure à 100 et là le FS n'était pas, n'était pas bien du tout puisqu'il était plus qu'à 50. Et puis un groupe de risque intermédiaire avec au moins un des facteurs suivants, prétexte 4, tumeur multifocale, âge supérieur à 5 ans, alpha-fétoprotéine supérieure à 1,2 million, sans autre facteur de risque, où là le FS était intermédiaire à 71. Les chances de guérison, bah, l'étude donc la plus récente en dehors de FIT, c'était Siopel 6, où là on avait une survie globale donc à 98 excellente et là, quelle que soit l'utilisation de STS, hein, parce que dans cette étude, c'était des patients de risque standard, donc non métastatique et on voulait, savoir si le STS impactait, d'abord était toléré et impactait sur la survie, sans récidive.
Et donc là, on peut voir que les chances de guérison sont les mêmes. Dans le Siopel 4 haut risque, c'est un groupe, de patients qui est, plus hétérogène, mais il y avait 62 de patients, métastatiques, donc ou prétexte 4 ou métastatiques. Et là, les chances de guérison, on n'avait jamais fait mieux avant dans les groupes de haut risque, ont largement augmenté à 83 de survie globale, ce qui est quand même, t enfin satisfaisant, pour ces patients graves. Et puis l'étude précédente, le Siopel 3 haut risque, lui avait des résultats intermédiaires, mais une dose intensité un peu moindre, et c'est pour ça qu'il est utilisé encore dans les patients, intermédiaires, hein, puisque ça permet d'avoir une toxicité moindre et des résultats qui sont satisfaisants, mais pas chez les patients métastatiques. Or, dans le Siopel 3 haut risque, il y avait quand même 46 de patients métastatiques. Donc là, on ne l'utilise plus dans les formes métastatiques, mais dans les autres formes intermédiaires, il permet, d'avoir des chances de guérison avec une dose d'intensité moindre que dans le Siopel 4 haut risque. Alors, on utilise beaucoup de cisplatine, vous l'avez vu, et de la doxorubicine. Quels sont les effets à long terme? Là, on a Brice Fresneau et Manon Eliano qui ont fait une étude en reprenant les patients français, donc 151 patients traités dans les différents groupes de risque, hein, donc un groupe hétérogène, mais avec évidemment du cisplat en majorité, et avec une médiane de suivi à 9,4 ans. Donc, il y avait 53 patients qui étaient VPERF positifs, 12 patients prétexte 4, 30 patients métastatiques. Il y a eu 4 rechutes tardives et un avec un second cancer, une LAM. Moi, depuis, j'en ai eu une autre qui vient de Géorgie et qui a eu une LAL aussi secondaire après un hépatoblastome. Et donc, parmi ces 5 patients, il y en a 2 qui sont décédés. L'EFS et l'OS à 10 ans étaient, dans ce groupe-là forcément excellents, entre 80 enfin, étaient respectivement à 95 et 98 hein, quasiment 99. Ça, c'était pas trop le but de la démarche. Le but, c'était de voir quels étaient les événements, et donc il y a 68 événements qui sont décrits. 57 cas, ont montré des pertes auditives, et quand même, dans 25 cas, c'est des pertes auditives importantes, hein, de Broc 3 ou 4, et qui sont rapportées à la dose cumulée de cisplat. Il y en avait, 3 qui ont eu des cirrhoses, 3 des cavernomes, Porte, qui était déjà même en préopératoire, et 2 hyperplasies nodulaires focales. Il y en a 2, simplement 2, qui ont des maladies rénales chroniques stade 1, et c'est vrai que c'est bien de l'avoir démontré parce qu'on voit qu'ils ont des grosses doses de cisplat, mais c'est pas ceux-là qu'on voit après en consultation de néphro, hein. Moi, j'ai la chance d'être aussi néphropédiatre, donc je fais le suivi, à long terme pour, les patients de Rennes en oncologie pédiatrique, et c'est vrai que les hépatoblastomes, on ne les voit pas pour des maladies rénales, au contraire des patients qui ont des sarcomes des Ewing, par exemple. Et puis un qui avait une dysfonction cardiaque, mais qui restait asymptomatique. Alors, pourquoi dans ce webinaire, on n'a pas parlé de biologie, alors qu'il y a beaucoup de données intéressantes biologiques? Pour l'instant, elles ne sont pas utilisées dans les protocoles ou dans les groupes de risque. Tout n'a pas été démontré, même si on a des chercheurs français vraiment à la pointe depuis de nombreuses années, des équipes de recherche qui ont été menées initialement par Marie-Annick Buendia, qui a décrit la signature des 16 gènes, qui est non seulement d'actualité, mais personne n'a fait mieux pour l'instant. Mais on aimerait que ça rentre dans la stratification des prochains protocoles. Et puis les études avaient été continuées par Stefano Cairo, hein, qui a travaillé sur les PDX. Et là, on a une équipe formidable menée par Jessica Sugman, avec Théo Hirsch, Sandra Rebuissou, qui travaillent donc sur l'hépatobblastome. Donc on est très, très content de pouvoir collaborer avec eux, et on a beaucoup de chance parce qu'ils participent en plus à nos RCP. Donc au total, l'hépatoblastome, c'est une tumeur qui nécessite une prise en charge
multidisciplinaire, comme vous l'avez vu, avec une expertise en radiologie et en chirurgie. On a maintenant une RCP qui fonctionne depuis presque 2 ans, une RCP nationale à disposition de tous, 1 fois par mois, pour lequel on prend le temps de discuter de chaque dossier. Si vous avez des questions urgentes, bien sûr, vous pouvez nous solliciter entre ces RCP. Et maintenant, on demande de vous inscrire sur OmniDoc, une plateforme de télexpertise, ce qui fait que ça professionnalise un peu cette RCP. Il y a un seul protocole international qui est clos en fin 2023 et on n'a pas encore de données de FIT. On a un registre national clinique, radiologique et biologique qui s'appelle Hépatobio et on vous demande de continuer à inclure les patients parce que c'est ça qui va faire avancer la recherche dans ces 3 domaines. Et on remercie vraiment tous ceux qui remplissent leurs données et qui continuent de participer parce que c'est vraiment majeur pour nous. Et puis ça permet de faire vivre la recherche française alors que sinon c'est coopté pour l'instant par les Allemands avec qui les relations ne sont pas forcément faciles et les Espagnols, mais qui ont du mal à sortir les données. Donc vraiment, un grand merci à tous ceux qui participent. Et puis, il y a un registre international, donc le registre Hépatobio est mené par Brice Fresneau à l'IGR. Et puis, il y a un registre international des formes réfractaires qui s'appelle RELIVE, qui est orchestré par Marc Ansari, mais pour lequel Brice Fresneau et Isabelle Hertz participent de façon active et qui, j'espère, fera avancer aussi la recherche dans ces formes compliquées. Donc, un grand merci à tous. Merci à Sophie pour cette présentation très claire et extensive. Je pense que peut-être les gens auront des questions sur les diapos, donc je ne sais pas s'il sera la peine de repartager ou pas, on va voir. Peut-être pas tout de suite. Est-ce que Isabelle ou Sophie ont envie de rajouter quelque chose avant qu'on passe aux quelques questions qui sont sur le chat? Oui, moi je veux bien juste rajouter une dernière chose. Merci Sophie. Juste pour rappeler aussi que les enfants qui sont atteints de tumeurs hépatiques et d'hépatoblastomes sont incluables dans FMG 2025 au diagnostic puisqu'il s'agit d'une tumeur rare et comme vous le savez tous, et qu'il ne faut donc pas oublier de proposer cela au moment de la biopsie. De manière à ce que effectivement ces projets de recherche puissent se poursuivre. Et effectivement, voilà, FIT est fermé, mais vraiment, il faut proposer à tous les patients, là aussi atteints d'hépatoblastomes, une inclusion dans Hépatobio, ce qui permet de faire des travaux de recherche à la fois certes biologiques, puisqu'il y a toute la collecte des données biologiques, mais aussi des travaux de recherche cliniques sur divers sujets médicaux, chirurgicaux, bien évidemment. Et donc, c'est vraiment important. Il y a aussi, Sophie, la relecture histologique qui, bien sûr, est tout à fait possible et recommandée auprès de l'équipe du KB. Voilà, du Kremlin-Bicêtre, pardon. Et sinon, pas d'autre chose, bien sûr. Et j'étais en train d'essayer de vérifier si toutes les recommandations suite au FIT, parce que le FIT 2 n'est pas pour demain, ni même, je pense, après-demain. Il y a énormément de questions en cours et donc les recommandations dont Sophie vient de vous parler, normalement, sont accessibles sur le site de la SFCE. Voilà, on a travaillé dessus. Si jamais elles ne le sont pas, on va essayer de rattraper cela. Mais voilà, il me semble bien qu'elles y étaient. Voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça sur le site de la SFCE. Merci Isabelle pour les compliments. C'est des choses tellement évidentes pour moi que j'ai oublié de le marquer sur la diapo finale. Je veux juste rajouter et insister sur Hépatobio et sur le groupe français. On est un des rares groupes au monde, à part je pense au-dessus de nous, il y a les Japonais qui ont vraiment structuré, ils ont en particulier tout bien structuré en termes d'enregistrement, mais on est pratiquement à ce niveau-là. Donc, et après, c'est tout. Il n'y a plus aucun autre pays qui a un enregistrement national. Il n'y a pas de possibilité encore actuelle de faire un enregistrement européen, même si on y travaille. Donc, vraiment, le fait que tout le monde nourrisse Hépatobio, comme moi, je ne suis pas dans un centre SFCE, en plus, je peux tout à fait le dire, c'est vraiment essentiel. Et
vraiment, enfin, bravo. Moi, je cite souvent ce groupe en exemple pour la structuration parce que c'est vraiment une tumeur tellement rare que l'intérêt de garder tous les patients et toutes les données des patients, il est très important. Et en inter protocole, bah, il y a rien s'il n'y a pas la poursuite et l'abondement dans Hépatobio. Eh ben, ça fait une super transition vers les questions. C'est parfait, bravo. On croirait que vous les avez lues. Alors donc on rappelle, FMGO Diagnostic et Patobio en plus groupe français, donc c'est pas du tout inintéressant. Relecture important et FMG Mapiact à la rechute, je le rajoute juste pour le plaisir. Je le mets dans le chat. Et donc ça nous fait une transition vers la question de Franck Bourdeau à 17h10. Question qui m'intéresse aussi fortement, est-ce que les biopsies liquides sont déjà collectées, même à titre de recherche, et prévues ou discutées dans le groupe Hépatobio? C'est le projet. Oui. C'est le prochain projet. Alors, on Tout en a à déjà, fait. on en a déjà prélevé, oui. Et puis, le but, effectivement, c'est d'en faire plus. Ce projet, il va être mené par l'équipe de Jessica Zuckman et Théo Hirsch. Et donc, un synopsis concernant cette étude et la faisabilité de faire de l'ADN tumoral circulant pour les patients atteints d'hépatoblastom est prévu pour voir déjà, bien évidemment, si on l'identifie au diagnostic et si ça peut être un marqueur de rechute. Est-ce que c'est un marqueur de rechute plus précoce que la réascension des AFP, sachant que quelquefois, il y a aussi des rechutes qui sont non sécrétantes d'AFP. Et donc, ce projet est prévu, a été discuté récemment au sein du groupe Hépatobio et voilà, Théo est en train de rédiger les choses et va probablement solliciter tous les centres pour ce projet-là. Et effectivement, j'en avais parlé il n'y a pas longtemps avec Théo sur un cas particulier et ça a fait la transition vers la deuxième parce qu'effectivement, Théo commence à faire, ils ont déjà même traité quelques échantillons à titre de proof of concept, démonstration de faisabilité, et ils s'intéressent pas seulement à la rechute, mais également à la signature qu'ils ont publiée ou la plupart d'entre vous, en tout cas du comité, en co-auteur. Et donc, c'est la question que j'ai posée sur la résistance. Donc, Sophie, tu en as un petit peu parlé. La signature de résistance qui a été montrée, qui a été publiée dans un Cancer Discovery qui n'est pas rien en 2021 et en 2024 à nouveau avec les cohortes de patients sur la résistance aux cisplatine. Donc la question c'est et ça va être étudié, c'est un des objectifs de Théo Hirsch, enfin de l'équipe de Jessica Jutman et de ce que propose Théo, de regarder ça dans l'ADN circulant. Et donc, et en quoi donc tu as dit c'est encore trop tôt pour l'inclure dans les traitements, ça d'accord, mais en quoi ça pourrait être utilisé? Est-ce que c'est déjà commencé à être réfléchi, cette signature de résistance, pour stratifier les patients en fonction du risque ou pour modifier le type de chimiothérapie quand ils vont être résistants aux cisplatine? Est-ce que c'est Alors, quelque chose qui est... ouais. Nous, on était emballés. Hein. Et c'est vrai qu'on avait envie de mettre ça dans les prochains protocoles. Et en fait, quand Théo a présenté son étude la première fois, eh ben, on avait l'impression qu'au niveau du groupe international, les autres avaient du mal à prendre un peu le wagon en marche. Donc, c'est difficile pour l'instant encore de l'imaginer, même si on a tous envie que ça arrive. C'est encore difficile à imaginer dans le prochain protocole. Mais comme dit Isabelle, il n'est pas pour tout à fait après-demain. Donc, pourquoi pas. Mais on se dit Alors, aussi que c'est un bon modèle peut-être pour d'autres tumeurs, ce que développe Théo, les études qu'il fait. oui, tout à fait. Je pense que la question de la résistance... alors, le problème, c'est que la résistance aux cisplatine, c'est vraiment assez particulier parce que c'est quelque chose qui est connu dans d'autres tumeurs, hein, dans des tumeurs de l'ovaire, Oui. etc. Et donc, c'est pas non plus toujours la drogue majoritaire où il y a peu de modèles où on n'utilise que du cisplatine Que en du dehors de ciplate, voilà. l'hépatoblastome. Donc, c'est vrai que c'est un modèle hyper intéressant pour ça parce que ça permet de débrouiller des choses. Quand on regarde les Mais données ils ont ça, juste, je te coupe 2 secondes, mais Bien sûr, bien juste, sûr. ils ont vu ça aussi dans les cancers de l'ovaire chez l'adulte, où ils utilisent Oui, oui, du tout à fait. cisplate seul à forte dose. Donc, enfin voilà, on C'est se ça dit que je que pensais. possiblement, voilà, ça peut être utilisé dans d'autres modèles.
C'est complètement à ça que je pensais, et tout à fait, mais c'est exactement le même type de choses. Ceci étant dit, est-ce qu'il est prévu de le valider sur une deuxième cohorte? Est-ce que c'est prévu? Parce que là, aujourd'hui, effectivement, c'est qu'une seule cohorte de 80 patients qui a été publiée, hein, dans le European Journal of Cancer de 2024. Ce qui, c'est vrai, pour intégrer dans un essai est compliqué, surtout avec les écarts qu'on connaît quand il y a ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites dans FIT? Est-ce que c'est une étude ancillaire de FIT? Non, Ça pourrait, il y a du ça matériel. pourrait. Ouais, mais il faut Ça pourrait. demander. Ça Mais pourrait. Pour l'instant, on n'y est pas. On ouais, peut dire on n'y est comme ça. pas. On entend que c'est un peu compliqué, Oui. la politique. Très bien. En tout cas, ce qui est Et sûr, c'est que le labo de Théo sont divulgués pour l'instant des choses qui ne sont pas encore publiées, mais qui ne sauraient tarder d'être. Il y a des travaux extrêmement intéressants qui sont effectués pour voir comment essayer de réverser cette résistance au cisplate et qu'est-ce qui pourrait être introduit qui pourrait permettre d'obtenir ça. Voilà. Mais je ne peux Oh là pas là. plus vous en dire suite au prochain non, mais- épisode. Il faut suivre les publis. non, mais alors moi, ce que je non, vous non, mais- propose, c'est de faire un autre webinaire sur la biologie dans un an. Voilà. Oui, bah, c'était une des questions, mais que du coup, on va pas poser cette fois. Il reste un tout petit peu de temps pour des questions. Si quelqu'un a une question brûlante qu'il a envie de mettre ou qu'elle a envie de mettre dans le chat, surtout n'hésitez pas. C'est super. Il y a une question de Franck, qui est une question qui me brûlait les lèvres. D'ailleurs, j'ai supprimé ma question parce que j'ai posé la même juste après à 10 secondes près, mais il m'a doublé. Alors, démontrer l'absence d'effet sur l'EFS du STS. Est-ce que vous voulez le démontrer plus avant d'en rendre la prescription plus systématique? Et quelle politique vis-à-vis du STS après l'expérience de Siopel 6? Elle est beaucoup mieux formulée que ce que j'avais posé en plus. Ouais. Moi, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des enfants sourds cisplatine Ah bah, sécu? Oui. Il a montré 25%, Oui. enfin 25 sur Oui. 151, Brock Ouais. 3-4, Alors, Ouais. ça veut dire 17%. ouais, pour répondre, en fait, les Anglais, ils sont beaucoup plus accros que nous au STS depuis le début, parce qu'ils n'ont pas la même fréquence vocale, donc ils ont encore plus de toxicité que nous. Ils parlent plus dans les aigus, donc ils ont encore plus de, de toxicité C'est de intéressant, Brock j'avais pas du tout 3 et cette info. 4. Ouais, et donc eux, ils sont très très accros, et en plus, c'est les Anglais qui avaient porté Siopel 6. Donc eux, ils voudraient mettre du cisplate partout. Comme c'est un antidote, nous, on était moins accros. Donc effectivement, comme ça a été confirmé dans le Siopel 6, nous, on se conformait au Siopel 6. Et donc à le mettre que dans les formes standards pour pas impacter la survie sur des formes plus compliquées de haut risque. On est un peu en train d'évoluer parce que les Américains travaillent aussi dessus, mais effectivement, on serait complètement rassuré si on pouvait valider l'utilisation du STS dans les formes de haut risque. Et alors, Mais c'est compliqué. dans l'étude de Siopel 6, on montre une différence de toxicité auditive. On ne montre pas de différence de FS significative à propos d'un nombre de patients limité, mais donc s'il y a une différence, elle est à la marge. Et si elle a une différence, elle est à la marge, elle est petite. Et par contre, il y a une différence en termes de toxicité, parce que oui, il y a, j'ai calculé, Oui. 25 sur 151, 17% de patients avec une toxicité sévère, Brock 3-4. Mais il y a une différence entre les deux groupes en termes de Ah tox? oui. Ouais, sur la toxicité, on est. Alors, j'ai plus complètement tous les chiffres en tête, mais dans la toxicité de Brock 3 ou 4, on a 25% de moins. Ouais, c'est Non, intéressant. c'est vraiment significatif. C'est vraiment significatif. Ouais. Moi, D'accord, donc pour le moment, j'ai juste fait une petite remarque un peu provocatrice parce qu'en fait, la plupart des enfants j'y suis assez vigilante sur cette histoire, et la plupart des enfants que je vois appareiller, c'est tous des enfants qui ont eu Siopel 4. Alors que dans le groupe de ceux qui ont Siopel 6, j'ai l'impression que probablement la toxicité, elle est là, mais je vois quasiment pas, c'est pour ça que je vous posais la question, d'enfants appareillés. Alors, il y en a quand même quelques-uns. Alors, enfin, j'ai pas les chiffres, hein, mais on en a quelques-uns quand même dans Siopel 6 aussi, Sophie.
c'est vrai qu'on aimerait bien qu'ils nous prouvent que vous pouvez mettre du STS. Enfin, moi, vu de loin, les enfants que je revois à très long terme, je me dis, ça serait super si quelqu'un enfin pouvait valider qu'on peut mettre du STS pour les hauts risques. Parce que c'est là où ils ont vraiment ils viennent vraiment sauts, quoi. Mm. Oui, c'est sûr. On a plus de Pour le moment, toxicité dans ces groupes-là. si on résume, pour tout le monde, pour le moment, la recommandation, c'est pour un patient qu'on traiterait selon SIOP-L6, on peut mettre du STS. Oui, Et Oui, si pour tout à les fait. autres, on ne l'utilise pas. Enfin, Oui. on peut en discuter. Nous, on a discuté déjà de patients comme ça, notamment en RCP. Si vraiment on a une toxicité précoce dans une forme qui répond bien, on peut en discuter, mais je pense Ça, que c'est de c'est la mieux prévention dans... secondaire Oui, c'est de la prévention secondaire, voilà. pour éviter On ne le met pas d'aggraver en les choses. systématique, mais voilà, mais on peut en discuter en D'accord. RCP national ou discuter en avis. Et pour Là un où on est patient qui a plus déjà une gêné, hypoacousie, voilà, là où on est plus gêné, c'est, sur le patient qui va pas bien répondre, qui devient sourd, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met du STS ou pas? Alors que ça n'a pas été démontré comme étant, safe, quoi. d'accord. Donc, on garde ce message, SIOP-L6 ou prévention secondaire à discuter, ou si les gens sont anglais parce qu'ils parlent plus aigu, et moins s'ils sont espagnols parce qu'ils parlent plus grave. On a compris. Je ne savais pas, j'adore cette info. On va devoir arrêter. Je ne peux pas m'empêcher de poser cette dernière question. Le prochain protocole, c'est si on doit poser une question pour vous, pour le comité hépato, quelle est la question à poser sur le prochain protocole ou le nouveau médicament à essayer d'introduire on ne va pas pouvoir débattre longtemps parce qu'il est déjà 59. On voudrait qu'ils mettent la bio, enfin qu'il y ait une question, enfin dans le prochain protocole, vraiment depuis le temps qu'on en parle, c'est qu'il y ait une question biologique. Pour le reste, Donc, pas une question de traitement, une question d'analyse. non, mais déjà une question où, avec les résultats, et c'est pour ça que ça met du temps, qu'avec les résultats de FIT, qui a fait une analyse de la biologie préliminaire, peut-être pas les critères qu'on a aujourd'hui, on espérerait avoir le NMIC de l'hépatoblastome, pour faire simple, et pouvoir l'introduire dans le nouveau protocole. Après, il y a Ok. plein de questions. Pour stratifier en fonction de ça. Très bien. Je vois que Franck met sa caméra. Ouais, pour remercier toute l'équipe voilà, du comité Hépato qui nous a offert ce premier webinaire. Remercier aussi Sam qui a été un animateur hors pair, mais on n'en attendait pas moins. Remercier Yannick Tanguy dans le support logistique. On changera très probablement d'outil pour le prochain webinaire qui aura lieu. Sam, tu me corriges si je dis des bêtises, mais normalement c'est le 6 novembre, premier mercredi du mois prochain. Et ce sera le comité tumeur cérébrale et le sous-groupe tumeur embryonnaire. Voilà, vous devriez recevoir une annonce très prochainement. Un immense Merci merci. au comité scientifique.